Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Qui a parlé des jeunes qui méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne? C'est une citation de Platon au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est dire si la jeunesse a toujours questionné. Du mal-être climatique à la flambée des violences, comme on l'a vu à Crépol, les questions sur la jeunesse se posent avec une acuité nouvelle. Y a-t-il la perte d'une certaine innocence chez nos jeunes? Cette innocence a-t-elle vraiment existé un jour? Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils les mêmes que les jeunes d'hier? Sinon, qu'est-ce qui a changé? L'éducation, l'accès aux réseaux sociaux? Qu'est-ce que les adultes doivent changer dans leur attitude vis-à-vis des jeunes? C'est ce qu'on va tenter d'analyser pendant une heure. Avec nous ce soir, quelqu'un qu'on connaît bien, Bruno Pomar, ancien policier du RAID, auteur du livre QNPV, quartier non prioritaire de la politique de la ville, président de RAID Aventure, association qui encadre des jeunes avec des policiers. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Stéphane Amar, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et psychanalyse, auteur d'articles sur les adolescents et les préadolescents. Bonsoir. Bonsoir Philippe. On attend d'une minute à l'autre le docteur Jacob Azerwal, médecin psychothérapeute, auteur du livre Des parents qui aiment et pourtant des enfants qui souffrent, édité au Courrier du Livre. Il sera d'ailleurs en dédicace à la Fnac de Thiers le dimanche 27 avril et à celle de Beaugrenelle le 30 avril. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio. On va commencer par parler des jeunes d'aujourd'hui. Alors il y a les Z, les Y, les millennials. Depuis quelques années, on nomme les générations comme s'il y avait des jeunesses au pluriel qui se succédaient plutôt qu'une jeunesse qui a continué au fil du temps. Est-ce que la jeunesse, elle change beaucoup d'une génération à l'autre, Stéphane Amar? Je ne sais pas dire si elle change beaucoup, en tout cas elle évolue, ça c'est certain, et c'est le fait aussi de l'évolution de la société et du statut que l'on donne en l'occurrence à ces jeunes. Oui. Oui, évidemment, oui, on parle de génération Z, Alpha, etc. Alpha, oui. C'est vrai que si on fait la comparaison entre les années 80 et maintenant, moi ça fait 34 ans que je suis dans le milieu associatif, c'est vrai que je les ai pas analysés comme monsieur parce que c'est son métier, mais je les ai analysés en tant qu'acteur associatif, j'ai une évolution qui est certaine. Vous les avez analysés aussi en tant que policier? Ah oui, alors peut-être un peu moins parce que j'ai fait plus du terrorisme qu'autre chose, mais surtout en termes associatifs, oui, effectivement, on a une population de jeunes qui a totalement évolué, elle a évolué par le fait que la société a évolué de façon très vite avec les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux ont une responsabilité dans le bon et dans le mauvais énorme dans l'évolution de notre jeunesse. Je ne sais pas ce qu'en pense notre praticien, oui, mais sûr, oui. Moi, c'est vraiment mon avis. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un travail considérable à mener, au-delà de la cellule familiale, de l'école, des éducateurs. Les réseaux sociaux, pour moi, ont une responsabilité énorme. Pour vous, c'est une responsabilité énorme sur les changements de la jeunesse, les réseaux sociaux? Ah, c'est indéniable. C'est-à-dire que je parlais de statut tout à l'heure. Ça contribue à donner des moyens aux ados qui sont équivalents à ceux des adultes, si ce n'est plus, puisqu'ils se servent encore plus et mieux que les adultes plus âgés, en tout cas, de ces outils. Et ça octroie une liberté infinie. Donc, à une population qui n'a pas fini sa maturité, si tant est qu'on la finisse un jour, évidemment que ça produit des effets, et on les voit un peu tous les jours d'ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu pavlovisés? Est-ce qu'il n'y a pas un biais cognitif à idéaliser sa jeunesse, sa génération, son temps, à trouver que les suivants sont moins bien avec le fameux « c'était mieux avant ». Et j'avoue parfois m'y donner... moi aussi, je fais mon coming out. Bruno Pomar. Oui, non, mais évidemment. Mais encore une fois, notre société a tellement évolué ces 15 dernières années que c'est difficile de suivre. Enfin, moi, si je prends mon cas personnel en matière d'acteur associatif, en 35 ans d'association, effectivement, pour avoir travaillé pendant près de 10 ans dans les quartiers de Corbeil-Essonnes, etc., on avait une population de jeunes plus respectueux. Alors, il ne faut pas faire une généralité non plus de tout ça. Hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les quartiers, donc avec des jeunes souvent difficiles. On avait une jeunesse beaucoup plus respectueuse, je dirais, de l'institution, des adultes, de la société de façon générale. Et c'est vrai, tout ça, à mon sens, a un petit peu disparu. Pour une marge de la jeunesse. Hein. Alors, je parle de jeunes que j'ai particulièrement difficiles. Vous savez que avec mon association, on traite beaucoup de jeunes issus de la PJJ, qui sont protection judiciaire de la jeunesse. Oui, pardon. Oui. Et c'est vrai que pour cette jeunesse-là, l'évolution leur a fait encore plus de mal parce qu'il y a toute une histoire derrière ces jeunes, familiale. Vous connaissez ça mieux que moi, éducative, etc., qui a fait que beaucoup de jeunes ont dérivé. Et encore une fois,
ne mettons pas toute la jeunesse dans le même sac, attention, mais c'est vrai qu'on a une certaine jeunesse qui est à la dérive totale. Vous êtes d'accord avec ça? Le c'était mieux avant, c'est toujours le cas ou... Bon, je crois que dans toutes les générations, il n'y a pas une génération qui n'a pas montré une forme de nostalgie par rapport à sa propre jeunesse. Ça, c'est indéniable. La jeunesse, c'est le point d'eau, on y revient toujours. Je sais jamais, voilà. C'est Confucius ou là-haut de ceux qui disaient ça. On pourrait dire, pour une fois, on a raison. Peut-être parce que c'est nous, mais non, mais je pense que c'est indéniable qu'on assiste à une jeunesse qui est complètement débridée aujourd'hui. Alors évidemment, ça ne concerne pas tous les jeunes non plus. Faut quand même pas tout mettre dans le même panier de l'actualité d'aujourd'hui, mais il en demeure pas moins que je parlais de liberté tout à l'heure. En effet, les jeunes ont une liberté qui est une conséquence, à mon avis, aussi de l'évolution de l'éducation, des références de l'éducation. On assiste à des parents qui sont souvent complètement dépourvus de moyens de faire face à leurs enfants. Alors il y a eu une époque, on était majeur à 21 ans, c'est passé au début du septennat Giscard en 74 à 75 à 18 ans. Oui. Maintenant, on parle de donner le droit de vote à 16 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on devient de plus en plus rapidement mûr, ou est-ce que ça n'a pas de sens? Bruno Pomar. De facto, oui, les jeunes sont plus mûrs qu'à notre époque, parce que d'abord, j'en reviens toujours pareil, aux réseaux sociaux, ça va à une vitesse. Et puis à tout ce qu'on apprend via Internet. À l'époque, on a sous un clic les 40 tomes de l'encyclopédie universaliste. Et c'est pour ça qu'il y a toute la difficulté qui se greffe là-dessus pour les profs. Pour enseigner. Le prof, il est là pour transmettre à l'école. Mais quand on voit maintenant qu'on peut tout trouver facilement là... Moi, je me rappelle, j'ai 64 ans, donc quand j'avais 12 ou 13 ans, le prof, je le regardais comme ça, et je l'écoutais. Il me racontait toutes les histoires qu'il voulait, je l'écoutais. C'était lui, Internet. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, non, c'est plus ça. Et le jeune, pendant le cours, il est capable de dire au prof, non monsieur, sur Internet, c'est pas... Vous dites une connerie. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est très compliqué maintenant pas de cadrer, mais d'avoir une écoute, de comprendre les jeunes qui sont, encore une fois, dans une société qui est totalement débridée, quoi. Le problème, c'est que ça a créé un décalage, une disharmonie, on pourrait dire, entre la maturité intellectuelle au sens large, c'est-à-dire l'accès au savoir, en l'occurrence, et la maturité affective. Et c'est là où il y a souvent des bugs, c'est-à-dire qu'en effet, c'est comme si on donnait à un jeune conducteur à conduire une Ferrari. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des choses. Il y a un problème de compétences déjà. Bien sûr. Donc à la fois, en effet, il y a eu une évolution des jeunes et de l'être humain en général dans son rapport au savoir, mais en même temps, la maturité affective, elle évolue beaucoup moins vite, en tout cas. Ça, c'est évident. Vous êtes bien dans les vraies voix responsables de Sud Radio dans ce débat sur la jeunesse. Dans quelques instants, on va parler de ces jeunes de plus en plus violents. Est-ce que c'est un problème d'éducation ou un problème de pas assez de sanctions? Pas assez d'éducation ou pas assez de sanctions? On en parle avec nos invités. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables spécial jeunesse en compagnie de Bruno Pomar, ancien policier au RAID, auteur du livre QNPV, quartier non prioritaire de la politique de la ville, président de RAID Aventure, association qui encadre des jeunes avec des policiers. Stéphane Amar, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et psychanalyse, auteur d'articles sur les adolescents et les préadolescents. Et il vient de nous rejoindre le docteur Jacob Azerwal, médecin psychothérapeute, auteur du livre Des parents qui aiment et pourtant des enfants qui souffrent, édité au Courrier du Livre. Il sera en dédicace à la FNAC de Thiais dans le Val-de-Marne le dimanche 27 et à la FNAC de Beaugrenelle le 30 avril. Bienvenue. Merci mille. On va parler tout de suite, vous avez un petit problème de transport, ce qui explique votre arrivée un tout petit peu tardive, mais on reprend de suite. Alors, on va parler de ces jeunes de plus en plus violents, pas assez d'éducation ou pas assez de sanctions. C'est quand même une question qui se pose. Comme vous n'avez pas encore eu la parole, Jacob Azerwal, vous en parlez dans votre livre. Est-ce que la jeunesse est plus violente qu'avant ? Alors, elle est confrontée à deux problèmes. En même temps, il y a une évolution. Pour moi, si je prends l'exemple des meubles, le mobilier est beaucoup plus fragile qu'avant. Et bien, en fait, plus on avance dans les générations, et plus ces générations sont fragiles et vulnérables. Mais véritablement, on a l'impression qu'ils sont construits dans un matériau fragile, quoi qu'il en soit. Moi, je prends toujours l'exemple, j'ai un bureau Henri II, on peut monter à 30 dessus, il se cassera pas. Vous prenez un meuble Ikea, on monte à 1, il se casse. Et ben, c'est la même chose. D'abord, c'est la fragilité. Et ensuite, et surtout,
ils sont confrontés. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu une période beaucoup plus paisible. Pourtant, quand on y pense, il y avait des guerres, ce que vous voulez, mais pourtant, il y avait des choses qui étaient stabilisantes. Par exemple, la famille était stable, l'école était stable, les professeurs étaient vénérés. C'est-à-dire que c'était quasiment des demi-dieux. Quand on les recroisait en dehors de l'école, pour nous, c'est des demi-dieux. Ils étaient extrêmement respectés. Je sais pas si vous comprenez. Moi, je suis de la génération, le prof, il disait, je veux voir une seule tête. C'est-à-dire que quand on rentrait en rang, on voit une seule tête. Et puis on se levait quand on rentrait en salle de cours. Hein. Absolument. Et puis en plus, même chose, on a changé d'époque. C'est-à-dire moi, j'ai connu l'époque où ce qui était mis en avant, c'est l'importance de la dignité. Être quelqu'un d'extraordinaire, c'était quelqu'un de digne. Aujourd'hui, c'est le bad boy. En fait, aujourd'hui, être violent, c'est assimilé à être fort, ce qui est complètement faux et erroné, même à l'inverse. Donc on est passé du culte de la dignité au culte de la violence. Et donc c'est ça qui est encore plus fragile. Donc on préfère être agresseur pour justement ne pas être, entre guillemets, agressé, ce qui est entièrement faux. Est-ce que quelque part, dans cette violence des jeunes, il n'y a pas le rôle des pères? Parce que qu'on le veuille ou non, Absolument. En général, quand un ado commence à, vous me passerez l'expression, être un peu transgressif, c'est au père de le choper, de le prendre entre quatre yeux et de lui dire, voilà, là, tu déconnes et on va remettre les choses d'équerre. C'est multifactoriel. C'est multifactoriel. J'adhère tout à fait à ce que vous avez dit à l'instant. Merci Bruno. On a à l'origine la cellule familiale, le père et la mère. Bon, c'est basique ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est ça. Hein, à l'origine, c'est ça l'éducation. Ensuite, lorsqu'on descend dans la catégorie, moi je les côtoie depuis 36 ans, donc je commence un peu à connaître ce sujet-là. En matière éducative, je dirais, on a l'école, qui est un baromètre aussi important pour notre jeunesse, pour cadrer notre jeunesse. On a les éducateurs, on a tout un tas de personnes, de degrés, qui sont capables de réagir au comportement de nos jeunes. Mais c'est vrai que, en même temps, on a une société qui a évolué à une telle vitesse. Je reviens toujours avec les réseaux sociaux, mais c'est quand même quelque chose qui a énormément déstabilisé notre société. C'est toxique. Et nous tous. Parce qu'on est les premiers à regarder sans arrêt nos téléphones. Donc voilà, les jeunes, sur le mental des jeunes, effectivement, tout ça fait qu'encore une fois, on a des jeunes, alors vous le disiez Philippe, sanctions et... Sanctions ou éducation? Les deux, en général. Ouais. C'est la jambe, l'éducation, elle est nécessaire. C'est ce que j'essaie de faire au petit niveau, par rapport au fait que malheureusement l'éducation nationale n'arrive pas à récupérer tout ça parce que c'est compliqué pour eux. L'éducation spécialisée, pareil. Nous, les associations, on essaie de faire des choses, mais en même temps, la sanction a valeur d'exemple. Je le dis toujours, moi, mes jeunes. Tu fais une connerie, il y a une sanction. C'est pas les tabasser, hein, quand je dis ça. C'est sanctionner, montrer que tu as fait une bêtise, il y a quelque chose, il y a une réponse. Lorsqu'on parle, tiens, je fais juste une parenthèse avec les très courtes peines. Oui. C'est un sujet comme aux Pays-Bas, par exemple, immédiate et très courte. J'ai fait une tribune là-dessus avec Lina Kebab et Jean-Michel Fauvergue. C'est pas pour l'histoire de dire foutre les gens en prison ou quoi que ce soit, c'est sanctionner pour le principe et que ça soit une sanction éducative. Juste une question. Moi, je suis pas psy, contrairement à vous deux, mais moi, on m'a parlé du surmoi qui empêche un psychanalyste de faire des choses interdites. Absolument. Quand on voit maintenant les coups de couteau donnés mécaniquement par les jeunes, est-ce que certains ont encore du surmoi, Stéphane Amar? Je vais revenir juste sur la question qui est déjà symptomatique, c'est-à-dire opposer éducation à sanction. Moi je connais pas, c'est-à-dire que l'éducation intègre la sanction, hein. Donc c'est déjà intéressant de les avoir séparés. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que en effet, ce que vous dites, et je le traduis autrement, c'est que toutes les figures finalement d'autorité ont été petit à petit complètement désincarnées, et que évidemment ça a des effets. Et ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est la dimension en fait symbolique qui est foutu en l'air. Et c'est ça que l'on intègre à travers ce que vous appelez le surmoi, évidemment. C'est-à-dire que on a des figures d'autorité et on intériorise ces interdits et on en fait effectivement des interdits intérieurs. Il semble que, à partir du moment où dans la société on dénigre finalement, voire on sanctionne, hein, parce que n'oublions pas qu'il y a quelques années on a sanctionné la fessée. Alors c'était pas pour la fessée, on l'a pénalisé. Oui, absolument. Oui, quand je dis sanctionné, c'est en effet on l'a légiféré, ce qui est complètement fou. C'est quand même la sphère intime, mais au nom de la violence qui est mise un peu à toutes les sauces, y compris effectivement les interdits en général, et l'interdit fait violence. Mais on met un peu tout dans le même panier. Jacob Azerwan. Alors justement, il y a beaucoup à dire et une heure ne suffirait pas du tout, et c'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est un sujet
qui est tellement clé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait ce débat ce soir. Bruno et Stéphane, ils sont vraiment extraordinaires. Donc Bruno insiste sur les réseaux. Les réseaux sont toxiques à la fois en tant que support, c'est-à-dire en tant que le réseau lui-même est toxique, et en tant que contenu. Parce qu'en tant que contenu, on véhicule des images absolument horribles. Moi, mon prof de français, je ne remercierai jamais assez de vous avoir enseigné. Vous disiez, les enfants, si vous avez le choix entre Massacre à la tronçonneuse et Rabbi Jacob, regardez Rabbi Jacob. C'est okay. Alors juste par rapport à l'histoire de la fermeté et de l'éducation, si je fais un mélange des deux. Justement dans mon livre, sans faire trop de publicité de mon livre, Philippe, on se connaît assez, je suis pas là pour faire la pub. Le mais livre surtout, des parents qui aiment pourtant des enfants qui souffrent, publié au courrier du livre. C'est un outil, mais vraiment ça peut éviter beaucoup de choses. Et moi j'insiste sur, dans l'enseignement, pour moi, évidemment je suis 1000 fois d'accord avec Bruno, quand il dit que tout est à la base, c'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on enseigne? De même qu'il y a des gens qui enseignent la haine, je vais pas à préciser où ça se passe. De même, il y a des gens et des familles qui enseignent l'amour. Eh ben, enseigner l'amour. Et je précise que la notion de bienveillance, les gens se trompent sur la bienveillance. La bienveillance, c'est pas une absence de fermeté, mais c'est une fermeté qui est mesurée. Oui, mais c'est une fermeté qui est mesurée, qui est expliquée. Parce que justement, si je prends l'exemple de la prison, mais je sais que Bruno est quelqu'un de très fin, je vois que la prison, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle radicalise les gens. En fait, sur le plan micropolitique, c'est-à-dire de la famille, les enfants, quand on les punit, mais quand on les punit mal, quand la punition, vous savez, les anciens, ils ont toujours raison. Les anciens, ils parlaient pas de punition, ils parlaient de correction. Oui. Alors, correction, ça veut dire corriger. C'est-à-dire corriger, c'est qu'on améliore. Voilà, le but c'est d'améliorer et pas d'aggraver. Et est-ce que Philippe, vous m'autorisez à lire un tout petit truc vraiment très rapide, donc et qui résume vraiment beaucoup de choses sur ce dont vous avez parlé, les fameux pères absents. Voilà, dans mon livre, page 119, dans le chapitre « La violence chez les jeunes », issus de familles difficiles ou divorcées, où l'image du père est faible, voire absente, donc ça rejoint ce que vous avez dit, les mineurs violents sont en général des enfants impulsifs, dont l'énergie intellectuelle, déjà précaire, est orientée vers l'agressivité. C'est-à-dire des enfants qui n'ont pas été éduqués sur la notion du stop. Parce que par la bienveillance, le stop est fondamental. Leur champ de conscience est souvent limité au présent immédiat, en plus d'une absence de valeur sociale et morale. Il n'y a pas de morale. Pour eux, le travail et la dignité ne sont pas des notions importantes. Ils sont souvent égocentriques, incapables de se mettre dans la peau de l'autre, même chose. La peau de l'autre, c'est-à-dire être capable de sentir qu'est-ce que l'autre ressent quand je l'humilie ou quand je le tape. Et ça, c'est fondamental d'enseigner très jeune ce que j'appelle le sentiment d'altérité, de te mettre dans la peau de l'autre. Et voilà, et j'ai fini, et rendre la discussion difficile. Mais est-ce que finalement, c'est pas, pour résumer ce que dit Jacob Zerwal, pour ça que certains veulent faire des cours d'empathie à l'école, Bruno Pomar? Mais j'en ai donné un, il y a même pas un mois et demi. Oui, mais je pense que mais tout ce qui va dans le sens d'apaiser encore une fois une partie de cette jeunesse, mettons pas toute la jeunesse. Certains jeunes n'ont plus de surmoi. J'ai pas dit tous les jeunes, bien évidemment. Et on a le problème de l'intellect, ce que tu disais à l'instant. C'est-à-dire que le gamin qui a 200 ou 300 mots dans son vocabulaire, quand il est en contact, moi je le vois avec les jeunes difficiles, qu'on commence à discuter avec lui, c'est d'échanger comme on fait là, et qu'il n'arrive plus à suivre, au bout d'un moment il me dit mais tu m'emmerdes, je vais te taper. Parce qu'il est incapable d'échanger et de casser, je dirais, cette barrière. Pourquoi t'as fait ça? Je t'explique. Non, lui, il s'énerve parce qu'il n'a pas les mots pour me répondre. Et c'est là où il y a un travail, encore une fois, éducatif considérable à mener. Oui, mais Stéphane, par contre, a 1000 fois raison aussi d'insister sur cette notion-ci de ne pas être trop dans cette idée de la punition, mais être aussi dans une approche presque affective, je dirais. Oui, il faut les aimer, les jeunes. Mais voilà. Mais tu as raison. Tu as dit le mot. Moi, dans le travail qu'on fait, moi, mes policiers, non, il n'y a pas de souci. Moi, les policiers, je sors d'un séjour là, dans les Alpes-Maritimes avec des jeunes d'un collège, jeunes déscolarisés, etc., qui foutent le bazar. Ils sont une douzaine. 12, 15 ans, hein, pas plus. Ouais, d'accord. Déjà, ouais. On les voit. Déjà bien connus. Lamentable dans le collège. On les a eu pendant 2 fois 15 jours avec mes policiers. Mais les gamins, ils pleurent en partant de ce séjour. Parce que nos policiers leur ont mis un cadre très rigide, mais sans aucune violence ou quoi que ce soit. Mais bien sûr. Et ils pleurent en partant parce qu'ils les aiment. Nos policiers ont montré Et ils récidivent pas à mettre le foutoir dans le collège? Alors, pour le premier séjour qu'on a fait, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. J'ose espérer que ça continue. Mais parfois, c'est un long travail. Il faut aimer ces gamins. Nous, on a des jeunes hyper difficiles, des fois, qui... Mais ils ont besoin de savoir est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion. Il n'y a rien de pire pour un enfant. Ça l'angoisse énormément quand il a le sentiment qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Est-ce que c'est pas ça justement le problème, pour revenir sur ce que disent Bruno et Jacob? Il faut un pilote dans l'avion, et que dans ce domaine,
il faut qu'il y ait un patron pour encadrer les jeunes, c'est-à-dire un enseignant qui a ou des enseignants qui ont de l'autorité, quand il y a des profs comme au collège, des parents qui ont de l'autorité. Est-ce que c'est pas ça le b.a.-ba, Stéphane Amar? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la figure symbolique d'autorité qui rassure, en effet, a été elle-même discréditée à tous les niveaux. Et on l'a dans toutes les figures d'autorité. La police, maintenant, ça ne pose plus de problème de l'agresser. Quand on voit les conséquences, d'ailleurs, on se dit que finalement, hein, c'est pas grave. Mais tout ça est intériorisé petit à petit. En effet, ça a des effets pas seulement pour le pauvre policier, ça a des effets pour les jeunes qui voient que finalement, ça n'a pas de conséquences. Les parents, on avait commencé avec les éducateurs, avec les instituts et les politiques. Tout simplement. Enfin, je veux dire, les figures d'autorité politique, on peut pas dire qu'elles soient toujours très représentatives. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on voit bien qu'on a affaire à des jeunes qui ne savent plus gérer tout ce qu'on leur donne. Ça rejoint tout à l'heure les moyens en termes de réseau, en termes d'appareils divers et variés. Et on a des jeunes adultes avec un esprit, enfin, avec un fonctionnement intérieur d'enfant. Oui. Tout de suite, on va parler d'un nouveau sujet après une courte page de pub, de l'éco-anxiété, de la peur de l'avenir. Comprenez-vous les phobies d'une partie de la jeunesse? Restez bien avec nous dans les vraies voix responsables. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables spécial jeunesse avec le docteur Jacob Azerwal, médecin psychothérapeute, auteur du livre Des parents qui aiment et pourtant des enfants qui souffrent, édité au courrier du livre. Il sera en dédicace à la FNAC de Thiers le dimanche 27 de 11h à 17h et à la FNAC de Beaugrenelle le 30 avril de 15h à 18h. Stéphane Amar, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et psychanalyse, auteur d'articles sur les adolescents et préadolescents. Et une des vraies voix de Sud Radio, Bruno Pomar, ancien policier du RAID, auteur du livre QNPV, quartier non prioritaire de la politique de la ville, et président de RAID Aventure, association qui encadre des jeunes avec les policiers. On va désormais parler des peurs, des phobies des jeunes. Beaucoup de jeunes disent ne pas vouloir faire d'enfants sur une planète qui devient inhabitable. Ça s'appelle l'éco-anxiété. Et personnellement, j'en connais qui disent on veut pas d'enfants parce que la planète va disparaître. Est-ce que vous constatez, vous, en consultation, ce type d'éco-anxiété ? Stéphane Amar. Oui, j'en ai déjà rencontré, en effet, on pourrait dire, mais bon, c'est quand même pas, dans mon expérience en tout cas quotidien, il y a quelques jeunes en effet qui sont dans ces logiques finalement un peu catastrophistes, qui, à mon sens, traduisent à la fois un discours écologique souvent inquiétant, hein, c'est assez voire même radical, et donc anxiogène, et puis à la fois à l'adolescence, n'oublions pas que c'est quand même une acmé de toutes les pulsions, y compris celles de mort, et que on a des ados extrêmement angoissés, alors que ça se focalise sur l'avenir et sur la planète. Bon, bah, ça pourrait être autre chose. En effet, c'est alimenté, en l'occurrence, par un certain discours politique. Donc ça a son importance, à mon avis. Comment vous les expliquez, vous, docteur Jacob Azerwal, ces phobies? Alors, il y a l'éco-anxiété, il y a la peur de l'avenir, on va tous être au chômage, enfin, c'est quand même assez fou. Mon cher Philippe, votre question, vous savez quoi? Elle me rappelle les débuts du téléphone portable où on cherchait la toxicité des ondes. Je suis en train de regarder comme ça, je me suis dit... Mais pas la peine de chercher midi à 14h, à part les ondes, le téléphone en lui-même est déjà toxique. Donc pas la peine de chercher à midi à 14h. Donc je vais dire, à part l'histoire de l'écologie, comme dit mon ami Stéphane, je vais dire, il y a l'anxiété énorme aujourd'hui. Moi, j'ai par exemple effectivement une ado qui rêvait de pouvoir mourir à 12 ans. À 12 ans, de rêver de mourir, je vous rassure. Moi, chez moi, c'est toujours ça finit à l'américaine, film américain, happy end. Donc aujourd'hui, elle est resplendissante, elle croit dans la vie, elle est magnifique. Parce qu'effectivement, je me suis appuyé, elle par exemple, un des secrets, c'était, elle est artiste, elle chante, elle joue de la guitare. Donc je me suis appuyer sur ça pour développer chez elle ce sens de vie. Donc effectivement, ce qu'il dit Stéphane, il y a tellement de sources d'anxiété, notamment, par exemple, j'ai un gosse en thérapie, d'ailleurs en distanciel, et lui, il avait développé une phobie scolaire énorme, il refusait d'aller à l'école, mais notamment, la source était
un couple fragile, un couple parental fragile. Vous avez un couple parental fragile. Vous avez un état aujourd'hui, même les adultes aujourd'hui. Il y a quelqu'un, par exemple, qui bosse sans cesse. Quand je lui ai posé la question, écoutez, occupez-vous de votre couple au lieu de travailler sans cesse, il me dit, docteur Azéroal, soyons un petit peu honnête. Aujourd'hui, je peux travailler, il y a du boulot, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc même les adultes aujourd'hui, sur un plan économique, sur un plan politique, il y a une anxiété majeure, il n'y a pas de projection dans l'avenir. On ne sait pas. Vous avez parlé du pilote dans l'avion, dans la famille, mais excusez-moi de parler. C'est vous qui en avez parlé en premier, mais c'est pas grave. Mais même au niveau du gouvernement, du pays, du monde, on se demande est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion. Donc il y a une anxiété majeure. Et j'ai fini, la projection dans mon livre, par exemple, sur le couple, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ne veulent plus s'investir dans le couple. Pourquoi? Ils ont une image du couple qui est tellement lamentable. J'avais fait une conférence à l'Institut français de Casablanca. Le titre, c'était couple formidable ou formidable. Donc, oui, formidable, oui. Bien sûr. Donc, effectivement, il y a une angoisse par rapport au couple et donc encore plus à faire un enfant. Quel avenir vous allez lui proposer? Donc, effectivement, le plus important, il a dit Bruno, c'est l'éducation, mais aussi construire un sens de vie, c'est-à-dire croire dans l'avenir, croire en soi et croire dans la mission qui est la nôtre à chacun de nous. Bruno Pomar, tous les jeunes en difficulté que vous croisez, c'est quoi les phobies qu'ils ont? En général, ils viennent plutôt de quartiers difficiles, c'est la phobie de l'avenir. Oui, enfin, en même temps... ils ont parfois pas vu leurs parents travailler de leur vie. C'est pas que les quartiers difficiles. Oui, il n'y a pas que les quartiers difficiles. Mais moi, pour connaître particulièrement ce sujet-là, mais même dans les quartiers chics, peut-être, sûrement même, des jeunes qui sont pas stables dans leur tête, tout simplement parce qu'on a une société qui est totalement anxiogène. Je vais pas reparler encore des réseaux sociaux parce qu'on est tous branchés là-dessus comme des malades. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et c'est pour ça que des jeunes, au-delà de ne pas vouloir faire d'enfants, etc., vous avez des jeunes qui se radicalisent. Vous avez des jeunes qui partent dans le deal. Vous avez, quand on ne trouve pas, je dirais, la paix, entre guillemets, ou quelque chose à faire de positif ou autre, eh bien, on va vers où la vie nous amène. Pour reprendre la vie des quartiers, de certains quartiers, malheureusement, des jeunes se radicalisent. On l'a vu pendant un moment, là, quand il y a eu des affaires d'attentats, etc. Des jeunes qui partaient à l'étranger faire la guerre. Alors, si vous avez parlé des références aussi, le problème des références, le choix des références. Le choix des références. Si nous c'était Zola, Victor Hugo, vous savez, au lycée Janson de Sailly, je suis désolé de le nommer, ils ont fait un test, ils ont demandé aux élèves quels sont les trois, si vous avez la possibilité de rencontrer trois personnalités françaises, lesquelles seraient? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont choisi? Les influenceuses. Ah ben oui, à vomir. C'est simplement, voilà. Et Philippe, je sais pas, moi, mon côté intellectuel, j'aurais rêvé de rencontrer Platini, Girais et Tigana, mais ça, c'est encore autre chose. Non, mais c'est exactement ça. C'est la société actuelle. Donc, à nous de travailler, que ce soit les médecins, les professionnels, nous, acteurs associatifs à notre niveau, d'essayer de donner des règles, de poser des bases à cette jeunesse pour essayer de la faire grandir. On est dans une époque où la temporalité est assez particulière aussi. Là, il y a un hyper-investissement du tout de suite et maintenant. Absolument. Avec une incapacité à supporter la frustration. Et puis une sorte de déni du passé, c'est-à-dire des racines, de l'héritage, etc. Donc on est là avec un individu qui existe en lui-même, par lui-même, qui s'est auto-créé et qui peut même s'autodétruire. Je parlerai pas de l'histoire de l'euthanasie. Donc, en effet, il y a toute une logique sociétale dans laquelle on est, qui interdit finalement aux jeunes de s'inscrire dans une temporalité du passé, du présent et du futur. Et ça joue beaucoup aussi, je pense. Jacob Azéroal. Alors juste, merci Stéphane, vraiment, parce que moi, depuis le départ, je voulais absolument un logo dans mon bouquin, là, donc les parents qui aiment, qui était des racines et des ailes. Des racines, c'est-à-dire ce dont tu parles, l'histoire du passé. Hein, c'est de Carolis, ça, oui, absolument. Finalement, mais Bruno, je vais te dire, finalement, je sais pas si tu as vu le bouquin, finalement. En fait, c'est des racines, c'est-à-dire cette histoire de s'appuyer sur un passé, mais des ailes, et finalement, c'est pas des ailes. Regarde mon logo si tu le vois. En fait, c'est des branches avec des fruits. Et en fait, des fruits, c'est quoi des fruits? Donc, de développer la singularité de l'enfant. Et ça, c'est un travail de tous les éducateurs, c'est-à-dire les parents, les enseignants, de donner ce sentiment, de transmettre une partie à l'enfant, mais après aussi de l'encourager à développer sa singularité, c'est-à-dire de donner ses propres fruits, donc le futur, le passé, le présent, le futur. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il disait tout à l'heure Bruno, cette absence de projection dans le futur. Cette idée de vouloir et avoir ce plaisir du travail bien fait, donc de se projeter dans le futur afin de réaliser sa mission et de justement de fabriquer, de faire des fruits. C'est ce qui participe à l'intolérance et à la frustration, du coup, parce qu'on ne pouvons pas se projeter. La frustration. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas se projeter.
ce qui nous aide à supporter la frustration, c'est se dire peut-être demain. Mais si on ne voit pas de demain, c'est tout de suite et maintenant, ou rien. Absolument. Et ce qui est très important là-dessus, parce que Stéphane, t'as intérêt à lire mon livre. D'éducation et de traitement, moi je reviens toujours à l'école, parce que l'école est importante. Pour moi, c'est un noyau, comme la famille, mais c'est un noyau. Quand on voit dans les écoles, par exemple, tu prends les infirmières scolaires. On en manque par milliers. Les infirmières scolaires, qu'est-ce qu'elles faisaient de notre temps? Elles nous soignaient bobo. Maintenant, elles se sont transformées en psychologue, carrément. C'est qu'il y a un problème dans notre société. Donc, quand on n'arrive plus à répondre à ça, eh bien, on a le résultat qu'on a mais actuellement. Bruno, pardonne-moi, avec tout le respect que je te dois et que je dois au gouvernement, excuse-moi, quand tu vois un footballeur qui tape sur une balle, qui gagne des millions, et tu vois l'humiliation faite aux infirmiers, aux enseignants, aux instituteurs et aux enseignants, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient envie? Même si on travaille pas pour l'argent, il y a un minimum de respect. Il y a un minimum de considération. L'argent, c'est un salaire, mais c'est aussi une reconnaissance d'un travail. Il y a aucune reconnaissance du travail. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient envie? Les enseignants ont perdu leur passion, notamment à cause de ça. Ils ont plus de considération, ni des parents d'élèves, ni de ministère de l'Éducation nationale, ni de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut remettre ses bases. Ils préfèrent les footballeurs. C'est peut-être utopique ce que je dis, mais c'est le problème, c'est que. Stéphane, tu soutiens le PSG ou quoi? La conséquence de ce que dit Jacob, c'est que non seulement ils n'ont plus de reconnaissance, mais ils sont même en danger aujourd'hui. Mais absolument. Bien sûr. C'est valable pour les policiers. Inacceptable. Inacceptable. On se retrouve tout de suite pour la suite. On va parler du rôle des adultes pour accompagner les jeunes dans cette dernière ligne droite. Et ils sont nombreux. Les parents, l'éducation nationale, les associations. Bruno. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables où on parle de la jeunesse en compagnie du docteur Jacob Azerwal, médecin psychothérapeute, auteur du livre Des parents qui aiment et pourtant des enfants qui souffrent, publié au courrier du livre. Stéphane Amar, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et psychanalyse, et Bruno Pomar, ancien policier du RAID et auteur du livre QNPV, quartier non prioritaire de la politique de la ville, et président de RAID Aventure, une association qui encadre des jeunes. On va parler du rôle des adultes. Vous avez vu des enfants, on va dire, ou des ados, on va dire en grande difficulté quand vous étiez policier dans les banlieues avant d'être flic d'élite, au RAID. Vous en encadrez, vous parliez des jeunes qui mettaient le Capharnaüm dans leur collège, que vous avez recadré. Jour de rupture, Est-ce que le principal problème, il vient des jeunes ou des adultes? Parce que c'est des adultes qui doivent quand même donner les limites, le cadre, les règles aux jeunes. On a une responsabilité, les adultes, évidemment. Je reviens toujours à la famille, évidemment, avec tout ce que tous les problèmes que peuvent rencontrer les familles. On sait qu'il y en a 800 000 familles monoparentales. Alors, pas pour autant que des mamans seules, souvent à 90%, ont des gosses qui partent en live. Je dis pas ça, attention. Et inversement. Et inversement, oui. Donc, il y a encore une fois l'adulte qui est là présent et qui doit lui-même pouvoir poser des limites dans ce qu'il fait. Moi, dans l'expérience qu'on a sur le terrain, nous, et on s'en rend compte, ce que tu disais tout à l'heure, on donne un cadre à ce qu'on fait, nous. On n'est pas des méchants flics non, on n'est pas des... Non, pas du tout. On a des séjours de rupture avec les gamins, on leur donne un cadre à respecter, mais ça passe. Et avec des gamins qui sont souvent déstructurés, ou qui me disent « Ah ben non, mais moi, mon père ou ma mère me disent pas ça. Ben oui, mais nous, on te le dit et ça va marcher. » Eh bien, encore une fois, quand on met un cadre, ça fonctionne. Et avec des enfants particulièrement difficiles, je dis. C'est très Donc ça veut mais bien dire Bruno, que l'adulte a une responsabilité énorme. Mais Bruno, tu as dû rencontrer quand même le problème, parce que Philippe, vous avez mis en opposition l'enfant, l'adulte, et vous avez oublié un truc extrêmement important, qui est l'image. L'image, c'est la communication. Et alors que la communication, tout est basé sur la confiance. Nous, pourquoi est-ce qu'on buvait les paroles de nos enseignants? Parce qu'on leur faisait confiance. Et de nos parents. Pourquoi on croit dans nos parents? Parce qu'on leur fait confiance. Alors le problème, notamment les policiers, je dis, excusez-moi le terme, des pauvres, avec tout le respect que je te dois, Bruno, les pauvres, parce que on a tellement sali leur image de manière très récurrente, sauf quand il y a eu les attentats où ils ont dit heureusement il y a eu les policiers, mais ça a pas duré longtemps. merci, heureusement. On les aime tous. On les aime tous. Moi j'ai toujours aimé les policiers, quoi qu'il en soit, j'ai toujours salué, etc. Mais l'image, le problème, c'est que, et c'est ça la difficulté aujourd'hui, l'adulte aujourd'hui, qu'il soit policier, parents, éducateurs ou tout simplement adultes, les enfants, pour eux, plus qu'avant, les adultes représentent la personne. Je suis en radio, je peux pas dire le mot, truc qui commence par Oui. Ok, on a compris. Tout le monde a compris. On est d'accord. Alors, il y a une chose importante, Stéphane Amar, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'on ne confond pas tout en demandant à l'éducation nationale d'éduquer, alors que c'est le rôle des parents? Parce que je rappelle que sous la Troisième République, à l'époque des hussards noirs de la République, le ministère s'appelait le ministère de l'Instruction publique. Oui, absolument. Oui.
en même temps, tout ce qu'on raconte de notre passé atteste quand même que l'éducation nationale contribuait à notre éducation, et pas seulement en effet à l'enseignement. On apprenait l'autorité qui était confortée finalement par l'autorité à la maison. Aujourd'hui, les deux sont décrédibilisés. Donc comment on peut s'en sortir? En effet, il y a un vrai problème d'attestation, de validation de l'autorité. Comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on pénalise la fessée, qu'est-ce qu'on vient dire symboliquement? Que les parents n'ont pas d'autorité. C'est ce que ça dit. C'est pareil pour les policiers, c'est pareil pour toutes les figures. C'est ça, il y a une destitution totale. Et donc à partir de là, en effet, moi ce que j'ai pu voir, c'est des parents, ce que je vois régulièrement, c'est des parents qui s'excuseraient presque de dire non. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas accepter d'être désaimés par leur enfant en disant non, et ils ne voient plus la dimension contenante et sécurisante du non. C'est parce que disait Dolto, il est interdit d'interdire, non? Non, ça c'était un slogan de mai 60. Le problème de Dolto, c'est qu'elle a été extrêmement mal interprétée par les conduites éducatives. Je parle même pas de l'éducation positive, qui est une connerie sans nom, dans la mesure où, en effet, il ne faudrait plus du tout sanctionner un enfant parce que le pauvre. Hein, voilà. Mais on a décrédibilisé, tu l'as très bien dit, les parents, la famille, les profs, et ensuite en cascade, qui prennent le relais souvent, c'est la PJ, la protection judiciaire. Les éducateurs des pauvres ont un métier qui est terrible. Moi, je travaille beaucoup avec eux. Ces gens-là sont à la rue totalement. On essaie de recruter, on n'arrive pas. Donc, au fur et à mesure, on descend. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on retrouve? Les flics et le tribunal et la prison. Mais voilà, il y a une question que je veux... Oui, Jacob Hazard. Alors, juste pour rebondir à ce que a dit Philippe par rapport à le titre même d'éducation nationale. Donc, toujours dans mon livre. Publique après. Avant, donc, dans mon livre... des parents qui aiment pourtant des enfants qui souffrent. Page 244, délinquance juvénile, il y a un passage où je dis ainsi, en plus de fournir l'enseignement scolaire et l'instruction, l'école se retrouve affublée d'une fonction supplémentaire, celle d'encadrer l'enfant et l'accompagner autant que possible. Oui. Et le souci, justement, c'est que le prof, il pourrait faire une partie de ce travail, en tout cas. Mais le problème, il est qu'ils sont décrédibilisés par les parents. C'est-à-dire que les parents qui, avant, donnaient raison, peut-être même un peu trop aux profs, aujourd'hui, c'est l'inverse. Et c'est ce qu'il disait Stéphane, ils sont tellement du côté de l'enfant qu'ils décrédibilisent le parent, au point que, d'ailleurs, il y a des agressions de professeurs qui ont osé punir ou donner une mauvaise note. Malheureusement, ce n'est pas que de la part des parents, c'est ne serait-ce qu'au niveau politique. Et aussi, parfois, désormais, de la hiérarchie de l'éducation nationale qui laisse tomber ses profs. Bien sûr. Les parents qui expliquent parfois aux profs qu'ils ont des gosses qui sont HPI. Oui, au potentiel intellectuel. Ils sont plutôt chiants. HPI d'ailleurs. Mais non, mais c'est vrai. C'est le truc classique. Hein. Ils sont trop intelligents, donc ils foutent le fouet parce qu'on n'arrive pas à les raisonner, on n'arrive pas à les cadrer. Faut arrêter, c'est délire. Oui. Alors, juste parce que vous parlez du rôle des adultes. Alors, les adultes, et vous avez dit en off, est tout à fait vrai, dans le sens que les éducateurs, c'est qui? En premier lieu, c'est vrai, c'est les parents. Oui. Et les parents, donc, autant que faire se peut, si on peut éviter des divorces, c'est-à-dire de donner une ambiance. Je sais plus qui a dit atmosphère. L'atmosphère dans la maison, c'est quelque chose de fondamental. C'est une atmosphère qu'elle soit sereine. Ensuite, il y a les enseignants. Donner un peu plus d'outils et de reconnaissance aux enseignants. Ensuite, effectivement, il y a les grands-parents. Même chose, ce rôle. Le rôle des grands-parents. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. J'ai grandi avec mes parents, bien sûr. Mais mes grands-parents, je les voyais quasiment tous les soirs. Ça, aujourd'hui, ça a disparu. Alors, les grands-parents, à travers leur bienveillance, leur amour, leur tendresse et leur expérience, ils vous ont transmis de l'amour qui est un moteur de vie extraordinaire. Et ensuite, effectivement, vous avez les profs. Mon institutrice quand j'étais petit, ou mon prof de français qui m'a énormément marqué dans ma vie. Moi, je pense que si j'ai pas pris de drogue, c'est grâce à mon prof de français qui, c'est trop long à expliquer. Mais mon prof de français, par exemple, nous a expliqué que 2 personnes montent au sommet d'une montagne, un avec un hélicoptère, un en grimpant la montagne. Qui a plus de plaisir à admirer le paysage? Évidemment, celui qui est grimpé. Donc ça veut dire que on n'a pas besoin de substances ni d'artifice. Et donc rien que ça a sauvé, ça nous a tous sauvés. On n'a pas eu besoin d'artifice. Et donc ça, les enseignants, les instituteurs, les oncles, les tantes, les grands-parents, un journaliste comme Philippe David, quand il transmet des messages de paix, de bienveillance, des messages utile à la radio, il fait son travail d'éducateur
à la radio. Donc Sud Radio, avec Sud Radio, n'oubliez pas de bouger avec Sud Radio. Merci beaucoup. Quelle plus belle conclusion que celle-là. Merci beaucoup. Ouais, mais il m'a pas laissé chanter. Merci beaucoup, docteur Jacob Azerrois, l'auteur de Des parents qui aiment pourtant des enfants qui souffrent. Accompagner ses parents à exprimer ses talents et avoir confiance en lui. Vous serez en dédicace à la FNAC de Thiers le dimanche 27 de 11 à 17h et de Beaugrenelle le 30 avril de 15 à 18h. Merci. Bienvenue. Stéphane Amar, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et psychanalyse, et Bruno Pomar, vraie voix, ancien policier du RAID, auteur du livre QNPV, quartier non prioritaire de la politique de la ville, et président de RAID Aventure.